Eh bien, bonjour à tous. Donc, c'est les 75e ateliers de la praxis, donc consacrés là pour cette séance, toujours au livre de Adolfo Sanchez Vasquez. Donc, le chapitre La conception de la praxis chez Marx. Et nous sommes quasiment à la fin de ce chapitre, après y avoir consacré peut-être une dizaine de séances. Et voilà, donc je dis simplement, j'annonce effectivement que si des gens donc, voulaient être avertis de ces ateliers pour rentrer dans la boucle au niveau de l'information donc, sur la tenue de ces ateliers à peu près tous les 15 jours, eh bien, ils peuvent nous écrire à édition au pluriel, delga tout attaché, @yahoo.fr et nous les mettrons voilà, donc destinataires de l'info. Voilà, donc on commence. Nous en étions à la page 227, bilan du manifeste. Le manifeste, donc je lis quoi, le manifeste du Parti communiste est la théorie et le programme révolutionnaire de la classe sociale destiné historiquement, objectivement, à transformer radicalement la société en un processus qui est celui de son émancipation. Il se présente cette transformation comme son œuvre. Alors là, le il est problématique parce bon, je pense que c'est le parti, quoi. Mais donc, faudrait effectivement. Il se présente cette transformation comme son œuvre, bien que réalisable seulement lorsque, en tenant compte des conditions objectives, il s'élève à un certain degré de conscience, d'organisation et de lutte. Dans ce processus, le Parti communiste, produit et expression de la classe, joue un rôle important par sa vision des conditions de la, entre guillemets, donc là c'est Marx, des conditions de la marche et des fins générales du mouvement prolétarien, fermez les guillemets, et à son tour pour impulser comme fraction la plus résolue la praxis révolutionnaire du prolétariat. Dans ce sens, le manifeste occupe une place exceptionnelle dans l'élaboration du concept de praxis par Marx. En lui, on démontre clairement le marxisme, on montre clairement le marxisme comme théorie de la praxis, de la transformation radicale du monde. En lui se nouent les différents fils qui amènent à ce moment mûr de la conception de la praxis chez Marx, c'est-à-dire, petit a, la conception de la mission historique du prolétariat déjà objectivement fondée comme sujet de la praxis révolutionnaire, comme processus de son auto-émancipation. Petit b, l'unité de la théorie et de la pratique dans la praxis révolutionnaire. Petit c, le parti comme produit et expression de la classe, et à son tour comme moyen nécessaire, par son avantage théorique et pratique, pour que le prolétariat atteigne son auto-émancipation. Et là, il y a une petite note dans le bas. Je la lis. Donc, sur le manifeste communiste comme théorie de la révolution sociale et sur les concepts de conscience de classe et de parti, également comme sur les liens avec la situation économique, sociale et politique de l'époque, et en particulier l'épreuve du feu représentée par la révolution de 1848, pour ce texte génial de Marx et Engels, le lecteur peut consulter avec beaucoup de profit l'excellent ouvrage de Fernando Claudine, Marx, Engels et la Révolution de 1848-1975, qui attend sans doute d'être traduit. Donc il est en espagnol, voilà, que nous avons consulté plusieurs fois. Alors, donc ça, c'était le bilan du manifeste. Et après, on enchaîne sur le marxisme. Donc, comme le bilan, c'était quand même assez court, donc on va faire l'autre dans la foulée. Donc, c'est le dernier sous-chapitre de cette conception de la praxis chez Marx. Le
ça s'intitule Le marxisme comme philosophie de la praxis. Donc là, on est au cœur du bouquin, puisque là, le bouquin s'appelle Philosophie de la praxis, et le sous-chapitre s'appelle Le marxisme comme philosophie de la praxis. Et c'est ce qui conclut finalement ce chapitre, la conception Marx, la conception de la praxis chez Marx. Donc, après avoir analysé la conception marxiste de la praxis, nous arrivons à la conclusion que cette catégorie est centrale pour Marx, en tant que ce n'est qu'à partir d'elle que l'activité de l'homme, son histoire et également ses connaissances prennent tout leur sens. L'homme se définit certainement comme un être pratique. La philosophie de Marx prend tout son vrai sens comme philosophie de la transformation du monde, c'est-à-dire de la praxis. Le fait que ce contenu se soit dissous, autant pour le réformisme que pour le matérialisme vulgaire, qui coïncide précisément en réduisant le marxisme à une théorie qui ne se supprime pas elle-même en tant que telle, ou le fait que ce contenu pratique ait été exagéré jusqu'à faire du marxisme un volontarisme, nous oblige à examiner plusieurs questions que nous considérons comme fondamentales, bien qu'elles n'épuisent pas la problématique d'une véritable philosophie de la praxis. L'objet de l'analyse de ces problèmes aura une tendance à confirmer que la juste interprétation du marxisme exige de situer la praxis, comme d'après nous Marx le prétendait, au centre de sa philosophie. Marx installant, dans ses thèses sur Feuerbach, la catégorie de praxis comme axe de sa philosophie, il n'est plus possible de retourner en son nom aux positions philosophiques qui restent dépassées justement avec la dite catégorie. L'objet ne peut pas non plus être désormais... Alors l'objet dans le sens, je pense, la notion d'objet qui est face à face au sujet, quoi. L'objet ne peut pas non plus être désormais considéré à la marge de la subjectivité humaine, en dehors de son activité. Conception du matérialisme métaphysique et en général de tout matérialisme vulgaire. De même, l'activité dont l'objet est le produit ne peut se comprendre, comme le fait l'idéalisme, comme activité spirituelle, même s'il s'agit de l'activité de la conscience humaine. Marx est en relation avec l'une et l'autre philosophie, mais cette relation est comprise en tant que leur négation et dépassement. Si le matérialisme contemplatif rejette légitimement que le monde réel soit un produit de la conscience et voit la nature réelle, matérielle du sujet et de l'objet, il reconnaît cette matérialité au risque de placer l'un ou l'autre, comme disait Marx, dans une relation abstraite, extérieure. Le dépassement de ce matérialisme se base donc sur la reconnaissance d'une matérialité qui présuppose à son tour l'activité subjective. En revanche, si l'idéalisme s'aperçoit du côté actif de la relation sujet-objet, il ne voit que l'activité de la conscience du sujet et perd de vue le côté matériel, objectif de cette activité. Le processus de dépassement de cette limite consiste justement à reconnaître l'activité subjective, mais en même temps sa matérialité, autant dans l'activité en soi que dans ses produits. En ce sens, il faut dire que le matérialisme marxien est l'inverse de l'idéalisme conçu comme philosophie de l'activité idéale et de façon mystifiée de l'homme. C'est pourquoi Marx n'est pas Hegel anthropologisé ni Feuerbach historisé. L'un et l'autre ne dépassent pas le cadre de la philosophie en tant qu'interprétation du monde. Leur domaine, leur élément propre commun est la théorie, comme ce l'est dans une grande mesure pour le jeune Marx jusqu'aux thèses sur Feuerbach et l'idéologie allemande.
Le nouvel espace où l'inversion de l'idéalisme absolu de Hegel et de l'anthropologisme de Feuerbach se produit véritablement est la praxis. Cette inversion entraîne nécessairement, en devant fonder historiquement et réellement l'activité pratique humaine, ses conditions, limites et possibilités. Alors donc, et cette inversion entraîne nécessairement un changement radical dans le marxisme comme théorie, un changement qui s'exprime dans la formation classique du passage du socialisme en tant qu'utopie au socialisme en tant que science. Ce n'est qu'ainsi que le marxisme est devenu et est actuellement dans un processus aussi infini que son objet, une philosophie de l'activité réelle, objective, c'est-à-dire de la praxis. Tel est le sens de l'expression d'Engels dans le prolétariat, non, deux points, le prolétariat allemand est, entre guillemets, l'héritier de la philosophie classique allemande. Donc ça, c'est tiré de Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie classique. Alors, note du traducteur, en fait, il dit c'est le mouvement ouvrier allemand qui est l'héritier de la philosophie classique allemande. Un peu pareil. Si l'idéalisme est une philosophie de l'activité, le marxisme est proprement la philosophie de la vraie activité transformatrice, c'est-à-dire pratique. En tant que philosophie de la praxis, le marxisme est la conscience philosophique de l'activité pratique humaine qui transforme le monde. En tant que théorie, elle ne se trouve qu'en relation avec la praxis. Elle révèle son fondement, conditions et objectifs. Mais elle est en soi dans la dite relation. Et par conséquent, elle est un guide pour l'action. C'est pourquoi le marxisme est également dans les termes que nous avons vus le dépassement de la conscience philosophique antérieure, une matière prête et idéaliste. Alors prête, ça ne doit pas être, à mon avis, il va falloir faire une... ça ne doit pas être la bonne traduction. Une matière prête et idéaliste et de la conscience... Hein? Qu'est-ce que tu mets? Ah, je ne sais pas, je n'ai pas regardé le truc en espagnol, mais il faudrait regarder, mais ça me paraît... on ne comprend pas. Enfin, je ne sais pas. Une matière prête et idéaliste et de la conscience philosophique qui actuellement, comme matérialisme vulgaire ou philosophie idéaliste spéculative, entraîne un retour aux positions que Marx avait dépassées. Ce dépassement de la conscience philosophique antérieure est possible en absorbant dans une synthèse supérieure les positions philosophiques précédentes. C'est pourquoi le marxisme constitue un enrichissement philosophique, une promotion et non une rétrogradation aux philosophies antérieures à Marx ou à une position pré-philosophique comme celle représentée par la conscience ordinaire ou le sens commun. Le marxisme n'est absolument pas la restitution de la conscience ordinaire, détruite ou niée par l'idéalisme, puisqu'il s'oppose aussi à la conscience ordinaire au sens commun. D'après nous, la conscience ordinaire, en tant que conscience pré-philosophique, ne voit ni la matérialité ni l'activité du sujet. C'est une conscience obscure et spontanée de la praxis qui, extérieurement, semble dépasser la conscience matérialiste traditionnelle en tant qu'elle concentre l'attention sur la pratique, sur l'activité. Mais d'un côté, cette activité ressemble davantage à la forme sordide comprise par Feuerbach, et de l'autre, déjà réduite à ce bas niveau, reste écartée dans sa compréhension de toute activité théorique. La conscience ordinaire semble dépasser à son tour la conscience idéaliste, spéculative de la praxis, en tant que cette dernière s'isole de la praxis matérielle. Mais d'un côté, la conscience ordinaire voit le monde comme un monde d'objets achevés, non en tant que produit de l'activité humaine, et de l'autre en concevant l'activité
dans un sens utilitaire, la saisie en opposition à toute théorie. Or, lorsque le concept de praxis ne prend pas un sens abouti, on peut tomber, petit a, dans le matérialisme antérieur à Marx, en continuant à voir l'objet et le sujet dans une relation extérieure, abstraite, et réduire la praxis à un critère de vérification entre la pensée du sujet et un objet qui existe en soi, à l'extérieur de sa relation pratique avec le monde. Empirisme, alors ça c'est l'empirisme de la praxis. Petit b, dans l'idéalisme, donc on peut tomber aussi dans petit b, dans l'idéalisme, si l'activité pratique est conçue dans un sens absolu et subjectiviste, en niant la priorité de la nature extérieure. Entre parenthèses, idéalisme de la praxis. Petit c, donc on peut tomber aussi là-dedans, petit c, dans le point de vue de la conscience ordinaire, pré-philosophique, qui ignore autant la relation intrinsèque sujet-objet, réalisme naïf, que l'activité du sujet, dans le sens théorique et pratique. La relation extérieure sujet-objet devient compatible seulement ici avec l'activité pratico-utilitaire, ce qui préfigure plutôt la position du pragmatisme que celle d'une vraie philosophie de la praxis. Entre parenthèses, ça, il appelle ça le pragmatisme de la praxis. Donc, il y a empirisme de la praxis, idéalisme de la praxis et pragmatisme de la praxis. Le concept de praxis et son rôle fondamental dans la formation et la constitution du marxisme deviennent flous également lorsque la révolution philosophique que cette dernière mène, alors cette dernière, je ne sais pas à quoi ça réfère, le concept de praxis et son rôle fondamental dans la formation et la constitution du marxisme deviennent flous également lorsque la révolution philosophique que cette dernière mène et la rupture qu'elle présuppose avec la philosophie traditionnelle, et en particulier... Je crois que c'est la formation et la constitution du marxisme. Ouais, dans la formation, et son rôle fondamental et la constitution du marxisme. Non, ouais, c'est que cette dernière, donc la formation, quoi. Oui, je pense, la formation et la constitution du marxisme. Alors, et elle aurait dû dire ces dernières à ce moment-là. Que cette dernière mène et la rupture qu'elle présuppose avec la philosophie traditionnelle, en particulier avec celle de Hegel et Feuerbach, s'interprète comme une coupure purement théorique ou épistémologique. La coupure avec la philosophie précédente ainsi comprise n'obscurcit pas seulement le développement du marxisme, continu et discontinu en même temps, mais elle appauvrit la vraie nature de la coupure ou rupture avec la philosophie traditionnelle que formule Marx depuis sa fameuse thèse 11 sur Feuerbach. Donc, il y avait un petit... Oui, il y avait... alors, petit 1, il y avait une petite note là, sur le épistémologique, là, donc la phrase d'avant. Donc, s'interprète comme une coupure purement théorique ou épistémologique. Alors, là, il y a une grande note de bas de page. Le concept de coupure épistémologique a été introduit par Gaston Bachelard et appliqué par Louis Althusser pour exprimer la transformation d'une problématique pré-scientifique ou idéologique en une problématique scientifique. Althusser utilise le dit concept en étudiant la pensée de Marx et surtout en essayant d'établir la ligne de rupture par rapport à ses écrits de jeunesse. Alors ça, c'est dans le livre d'Althusser pour Marx, à la page 26. Sans traiter maintenant la question que nous avons déjà abordée plus haut quant à l'inexistence d'une discontinuité radicale entre le jeune Marx, en particulier celui des manuscrits de 1844, et le Marx immédiatement postérieur qui commence à affleurer dans les thèses sur Feuerbach et l'idéologie allemande, et sans insister davantage sur la nature unilatérale et le schématisme qui consiste à caractériser la problématique de la première période comme simple problématique feuerbachienne,
puisque toute notre exposition dans ce chapitre a pour objectif de rejeter cette thèse, nous devons dire pour l'instant que le véritable objet de la critique de Marx n'est pas tant Feuerbach que Hegel. Que la rupture ou coupure s'effectue avec la philosophie en tant qu'interprétation du monde que Hegel a mené jusqu'au bout. Que les néo-hégéliens n'ont fait qu'exacerber cette philosophie en laissant de côté le contenu réel qui apparaissait de façon mystifiée chez Hegel. Que Feuerbach a maintenant que Feuerbach la maintient, que Feuerbach la maintient malgré son anthropologisation de Dieu et de l'idée, et que Marx lutte pour s'en libérer par le biais de la critique de l'idéalisme hégélien, en y réussissant finalement à partir surtout des thèses sur Feuerbach et de l'idéologie allemande. Entre cette conception de la philosophie comme interprétation et celle de la philosophie comme transformation du monde se produit la vraie coupure qui, de par sa nature théorico-pratique, ne peut pas être réduite à une simple coupure épistémologique. Voilà, ça c'est la fin de la note de bas de page. Donc on reprend le texte. La coupure n'est pas simplement épistémologique, car si on rompt avec une théorie, en particulier avec l'idéalisme hégélien et avec la critique à laquelle la soumet Feuerbach, on rompt d'abord avec la théorie où s'achève l'effort philosophique traditionnel pour interpréter le monde. On rompt avec la théorie qui, en définitive, n'est pas seulement interprétation de la réalité, mais un outil de conciliation avec celle-ci. Et par là, alors je crois qu'il faut enlever le « on ». Et par là, il n'y a pas le « on », ce n'est pas… doit être enlevé. Et par là, contribue à arrêter sa transformation, mais un outil de conciliation avec celle-ci, et par là, contribue à arrêter sa transformation. La coupure avec cette théorie, qui est celle qui n'est avec cette théorie qui n'est qu'une idéologie de la conciliation avec le monde réel, est faite parce qu'elle est une idéologie de la justification de la réalité qu'on souhaite transformer. Tu as dit on rond, il fallait enlever on. Oui, à mon avis, il faut enlever le on. Et par là contribue, donc on rompt avec la théorie qui en définitive n'est pas seulement interprétation de la réalité, mais un outil de conciliation avec celle-ci, et par là contribue à arrêter sa transformation. D'accord, ok. Point. La coupure avec cette théorie qui n'est qu'une idéologie de la conciliation avec le monde réel est faite parce qu'elle est une idéologie de la justification de la réalité qu'on souhaite transformer. Et comme cette dernière a des racines sociales réelles, la coupure du marxisme avec celle-ci exige non seulement des racines réelles, mais surtout la transformation de la réalité qui engendre cette idéologie de la conciliation. Il ne s'agit pourtant pas d'une coupure simplement épistémologique entre idées, degrés ou niveaux de connaissance, même pas d'un simple passage de l'erreur à la vérité, de l'idéologie à la science, puisque dans ce passage, la praxis, la transformation même du réel se trouve impliquée. Dans ce sens, la coupure ou rupture de Marx avec la philosophie traditionnelle, de même avec la phase de sa pensée qui se trouve encore plus ou moins sous son influence, ne peut pas se caractériser en termes purement théoriques ou épistémologiques, mais fondamentalement en termes pratiques. Le marxisme se constitue, par conséquent, en tant que tel, et rompt ainsi avec la philosophie qui, en tant que simple interprétation du monde, s'achève avec Hegel lorsqu'elle s'affirme comme théorie de la praxis révolutionnaire en particulier et de l'activité pratique humaine en général. Ainsi compris, le marxisme est essentiellement la philosophie de la praxis. Voilà.
Donc c'est le message, voilà, donc c'est la conclusion de ce chapitre et du chapitre de la conception de la praxis chez Marx, quoi. Alors oui, là est bien noté que en fait l'aspect, disons, de synthèse supérieure donc du marxisme par rapport aux philosophies antérieures et par rapport à la conscience ordinaire, hein, notamment dans la phrase là, ce dépassement de la conscience philosophique antérieure est possible en absorbant dans une synthèse supérieure les positions philosophiques précédentes. Et il continue donc, c'est pourquoi le marxisme constitue un enrichissement philosophique, c'est-à-dire effectivement dans ce passage à une philosophie voilà, de la transformation du monde, donc on y voit un enrichissement et une promotion au niveau philosophique, historique, etc., quoi. Et là, après, effectivement, donc il montre bien donc la coupure pour lui n'est pas tant une coupure épistémologique type Althusser, mais bien une coupure pratique, donc avec le rejet finalement de toutes les philosophies, idéologies de la conciliation avec le monde réel, et surtout parce que ces philosophies-là sont, pour Marx, des philosophies qui, au final, sont des philosophies de la justification de la réalité qu'on souhaite transformer. Il y a quand même une certaine logique dans le propos, puisqu'il amène la praxis révolutionnaire qui passe par la classe partie, etc. Donc, finalement, il y a quand même une continuité, entre tous ces points pour effectivement amener à finalement à une sorte de consécration de la praxis dans la praxis révolutionnaire et de la transformation de l'objet qu'est la société par un sujet que serait devenu le prolétariat, sujet donc qui, lui, transforme la matière sociale, voilà, donc qui clôt toutes les philosophies de l'interprétation et qui les dépasse en quelque sorte, hein, donc par voilà, la réalisation de la transformation de la société. Voilà un peu comme je comprends tout ça. Bon, je veux bien dire un mot. Voilà, bah, Antoine, tu veux... Moi, je suis en désaccord total parce que, je l'ai déjà dit d'ailleurs, mais je n'ai pas encore. Bon, j'en suis à la moitié de. Effectivement, il faut, si on veut travailler sérieusement, il faut évidemment, évidemment, il faut bosser, quoi. J'en suis à la moitié de feuillant l'essence du christianisme. Bon, j'en suis à la moitié, donc c'est très très riche, hein. Bon, donc on peut pas comme ça combattre et puis avancer si on n'a pas fait un énorme travail. Bon, Platon, je le connais un petit peu, Spinoza aussi. Là, moi, ce que je pense, c'est que effectivement, il y a contrairement à ce qu'il dit là, toutes les philosophies ont apporté énormément à l'humanité. Toutes les réflexions, y compris le religieux qui était la philosophie, enfin la philosophie, je dirais le mode de pensée, pour dire plutôt, des chasseurs-cueilleurs, bon, leur apporte cette notion de cohésion de la tribu qui était fondamentale par rapport à l'individu qui, comme l'enfant, ne réagissait que sur ses pulsions. Les choses n'étaient complètement statiques. Ça, je crois que les premiers hominidés, c'est 1 million ou 3 millions d'années. Donc, pour arriver au néolithique, il va falloir 1 million. Donc, les choses changent tous les 300 000 ans. La découverte du feu, puis après la maîtrise. Donc,
je crois que c'est moins 500 000 ans. Mais donc, donc, donc cette idéologie a été très utile pour, pour garder ce corpus de connaissances de la tribu, techniques de chasse, les médicaments, les plantes, etc. Voilà. Alors deuxièmement, je dirais, après, on a bon là, ils sont dans le religieux et ils sont un peu dans l'animisme. Voilà. Voilà, donc, et effectivement, ils ont la notion que l'esprit n'est pas en eux, mais il y a un esprit. Donc, et en sacrifiant, ils se construisent aussi parce qu'ils font un effort sur eux-mêmes, comme un athlète qui fait du sport. Bon, ils sacrifient, ils brûlent la meilleure partie de l'animal, le foie ou une partie de l'animal, bon, pour se concilier, effectivement, les forces extérieures qui sont les arbres, les animaux, etc. Voilà. Donc, c'est déjà un progrès énorme, comme dit Feyerabend. Feyerabend le dit très bien, ça, que n'ont jamais fait les animaux. Les animaux, leur vie intérieure correspond à leur vie extérieure. Voilà. Là, pour la première fois, il y a une vie intérieure qui commence à se manifester, qui est différente de la vie extérieure. Voilà. Donc, alors après, bien sûr, il y a le progrès les dieux grecs, là, on appelle ça le polythéisme, c'est-à-dire qu'il y a un progrès énorme. Les tribus sauvages, ils préfèrent, ils gardent leur territoire, donc ils massacrent toutes les tribus, enfin quand ils s'affrontent, parce qu'ils ne s'affrontent pas forcément, et ils les scalpent, comme on voit bien comme les Indiens d'Amérique du Nord, ils tuent leurs ennemis. C'est exactement ce qui se passait chez les Gaulois aussi d'ailleurs. Donc le polythéisme fait un progrès énorme, il invente l'esclavage qui est un progrès énorme. On ne tue pas l'ennemi, on le laisse vivant quand il est désarmé et il devient esclave, il devient travailleur. Au lieu de s'entretuer, ils construisent des voies romaines, des aqueducs, des viaducs, etc., etc. Donc c'est un progrès considérable. Et bien sûr que c'est théorisé. C'est théorisé à travers, on le voit très bien, à travers l'Iliade et l'Odyssée. Donc les dieux, les dieux, le dieu suprême, Zeus, il est tout puissant. La société est cohérente. Alors évidemment, c'est sur une base de puissance, non pas de puissance morale, non pas d'autorité morale, mais c'est une puissance physique. Zeus possède la foudre, donc il peut éliminer, même Poséidon qui veut éliminer Ulysse, bon, il est obligé d'obéir. Donc tout le monde est obligé d'obéir parce que l'autre, il a la puissance. Et alors évidemment, ils construisent énormément. Comme ils développent aussi la philosophie grecque. Et alors après, il y a un progrès. Donc c'est pour dire que j'appelle pas ça des philosophies idéalistes. Elles sont enracinées dans le concret. Après va arriver Platon et le christianisme, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tout être humain, refus de l'esclavage en fait, a la même dignité, hein, que ce soit l'esclave, quelle que soit sa condition sociale, son ethnie ou son sexe, voilà. Et ça va être diffusé par le christianisme d'une manière populaire. Mais enfin, tous les pères de l'Église avaient lu Platon, et donc on va avoir le Moyen-Âge. Et alors, contrairement au jeu du cirque, où avec Aésar, ceux qui vont mourir qui mortuiri te saluent, vous vous rendez compte que les gladiateurs se tuaient pour le grand plaisir des Romains. C'est d'une barbarie incroyable. Donc là, on va voir apparaître des hospices de vieux, des orphelinats, des écoles, bon, et l'assiette du pauvre qui est une obligation. C'est quand même énorme, même dans notre fausse république où il y a liberté, c'est quand même énorme de le proclamer. On ne l'applique pas, mais voilà. Donc il y a un progrès énorme. C'est aussi de la théorie dans la pratique. C'est dans la pratique. Le christianisme, enfin le Moyen-Âge chrétien, apporte un progrès considérable au niveau de... Le serf, ce n'est pas un esclave. C'est pas du tout la même chose. Évidemment qu'il y a un rapport de production, bien sûr. Il y a toujours un rapport de production, de division du travail, intellectuel et manuel. Et alors ensuite, les idées, alors là je dirais c'est Spinoza, cette idée incroyable que Dieu n'existe pas. C'est ça Spinoza, c'est l'éthique, c'est pour ça qu'il est chassé de partout et il est poignardé. Et donc, ça va nous amener la laïcité, qui est quand même un progrès considérable. C'est-à-dire que le sujet pensant, alors Spinoza et Descartes, bien sûr, le sujet pensant existe. C'est quand même énorme. Le sujet pensant existe et ça va nous donner ce dynamisme, en gros aussi, de l'individualisme de Luther et du capitalisme. Parce que quand même, le capitalisme
il a apporté des richesses énormes. Il a été progressiste puisqu'il nous a fait sortir de labourage, pâturage. Et c'est le capitalisme qui a créé d'ailleurs la classe ouvrière, puisque la classe ouvrière se crée dans les manufactures. Voilà. Donc je considère que ce n'est pas du tout de l'idéalisme. Bon, c'est évidemment évidemment qu'il n'y a pas cette ouverture énorme que découvre Marx, évidemment, de supprimer les rapports de production. Alors ça, c'est vrai que c'est un progrès dans l'humanité incroyable depuis le néolithique. Jamais on a envisagé, contrairement à ce que dit Marx d'ailleurs, il n'y avait pas de lutte de classe, il y avait cohabitation, collaboration des classes, complémentarité des classes. Les serfs, quand ils se révoltaient au Moyen-Âge, parce qu'il y avait une mauvaise gestion du seigneur, il n'était pas question pour eux de remplacer, de créer des démocraties ou du communisme. Bon, il était question d'avoir un seigneur qui faisait son boulot correctement. Voilà. Donc même Spartacus, d'ailleurs, et on ne peut pas supprimer l'esclavage. Bon, voilà. Donc à chaque fois que les penseurs, que ce soit Platon, que ce soit Spinoza, alors Hegel, lui, pour la première fois, il fait ce progrès énorme, qu'a repris Marx d'ailleurs, de ce mouvement. C'est le premier qui avance ça, le mouvement de l'histoire. L'histoire se développe comme l'enfant se développe. Voilà, l'enfant, il est comme les chasseurs-cueilleurs, il est complètement dépendant de ses parents, il n'a pas l'âge de raison. Il fait n'importe quoi, il suit ses pulsions. Donc sa seule vertu, c'est l'obéissance contre son plaisir, bien sûr, mais l'obéissance qui lui sauve la vie. Voilà, donc c'est ça. Et alors Hegel va montrer que l'humanité se développe de la même manière. Elle est passée par tous les stades de l'enfant, et évidemment, pourquoi ? Parce qu'il est né, il avait 20 ans au moment de la Révolution française, ça a été un bouleversement total. Et n'oublions pas que la Révolution française, contrairement à la Révolution anglaise, il y a Robespierre qui est un mouvement populaire, qui est un mouvement, on dirait, on pourrait dire pas communiste, mais populaire, lui-même communiste, parce qu'il donne la terre aux paysans. Donc il est anti-bourgeois, Robespierre. C'est pour ça qu'il est haï dans tous les livres d'histoire. Il n'y a qu'une station de métro, je crois, à Montreuil, grâce à Jacques Duclos, de Robespierre. Dans nos villes, on a partout des rues tiers ou des rues de tous les crapules, mais on n'a pas des rues Robespierre, alors qu'il devrait y en avoir partout des rues Robespierre. Bon, donc Hegel est le premier, alors Spinoza c'est la laïcité, qui nous montre ce mouvement de l'histoire. Évidemment que Marx l'a bien exploité et que l'histoire va aboutir maintenant, bien sûr. On voit bien, il a été cité là, 1848, c'est les premières révolutions ouvrières. La prise de la Bastille, c'est pas une révolution ouvrière, le peuple, évidemment, se met derrière la bourgeoisie, et c'est un progrès pour lui, la bourgeoisie, par rapport à la féodalité. Il se met derrière la bourgeoisie pour le pouvoir de la bourgeoisie, c'est ça en fait. Encore que sur Robespierre, c'est un pouvoir populaire aussi. Enfin, ça ne dure pas, c'est très éphémère. Donc Hegel montre ce mouvement de l'histoire qui fait que l'humanité bouge, que les sociétés bougent, qu'une société meurt pour une société plus riche, comme la chenille devient chrysalide et la chrysalide papillon. Voilà. Donc le féodalisme meurt pour donner la place au capitalisme. Et le capitalisme, qui a créé lui-même la classe ouvrière, meurt pour donner le communisme. Donc alors évidemment qu'on arrive à un moment de l'histoire où toute personne, enfin les ouvriers, sont impliqués, effectivement, c'est ça peut-être qu'il y a de nouveau. Alors, au niveau de la praxis, c'est que maintenant, c'est pas seulement comme les penseurs du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, Rousseau, etc., c'est que tout le monde, et bien sûr, et en priorité absolue, la classe ouvrière devient le moteur, effectivement, de ce changement. La classe ouvrière devient, dans la mesure, bien sûr, où elle accède à la conscience, et ça c'est le rôle du parti, de lui faire prendre conscience, parce que naturellement, l'ouvrier n'est pas conscient qu'il est content. Un ouvrier, là je discutais récemment avec des Portugais, tout contents que les patrons leur donnent du boulot, et puis que les patrons les payent plus qu'au Portugal. Mais je veux dire, il faut une prise de conscience, et c'est bien sûr le rôle du Parti communiste dans les usines, dans les cellules du Parti communiste, de faire prendre conscience à la classe ouvrière qu'elle est le moteur. Bon, alors ça, effectivement, c'est ça le renversement. C'est que, mais avant, alors par contre, là, donc là, par contre, bien sûr, il y a toujours eu des idéologies, alors complètement négatives,
alors qu'on pourrait appeler idéalistes, en fait, c'est les idéologies anciennes que la bourgeoisie exploite. Alors là, Lukács est très très bien. La bourgeoisie, qui n'invente rien en dehors des techniques de travail, qui se font d'ailleurs avec l'ouvrier et les ingénieurs, d'ailleurs, pas la bourgeoisie directement d'ailleurs. Donc je voulais dire, attends, là je suis en train de perdre le fil, mais je vais le retrouver. Donc les idéologies. Alors attends, là je disais je disais que Rousseau, etc. Donc effectivement, il y avait un petit nombre qui était vraiment dans l'action, puisque là tout le monde est dans l'action. Mais je voulais dire autre chose. Hegel nous montre effectivement que la société entière se transforme. Alors il n'a pas avancé l'idée. Alors Marx nous montre effectivement que les rapports de production, pour la première fois au monde, doivent et vont disparaître. Là, c'est les révolutions de 48. Mais je voulais dire autre chose et je me suis embrouillé les pédales. Bon, ben, tu rentres. Voilà, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Voilà, donc l'idéalisme, effectivement, l'idéalisme, c'est simplement les théories anciennes qui sont mortes. Voilà ce que je voulais dire. Donc par exemple, là, Lukács le dit très bien, Feuerbach, non pas Feuerbach, je veux dire, Kierkegaard nous remet en selle le christianisme, qui est une idéologie figée, religieuse. La bourgeoisie soutient à fond les religions et les sectes, après les avoir combattues pour prendre le pouvoir. Dès Napoléon, il y a un concordat avec le pape. Bon, donc, je dirais que les idéologies idéalistes sont simplement des idéologies qui ont été progressistes, mais qui sont maintenant dans le passé. Voilà. Et voilà. Et il le montre très bien. Schopenhauer nous remet en selle le bouddhisme, qui est aussi une religion, c'est-à-dire voilà, le nirvana, etc. Voilà, le Bouddha. Bon, donc ça veut dire que, en fait, l'idéalisme, ce sont des idéologies qui ont été progressistes à une époque historique et qui sont mortes. Et que, bien sûr, les conservateurs et la bourgeoisie ont tout intérêt à développer dans la tête des gens, pour donner le pouvoir à Franco, à Salazar, etc., etc. Bon, voilà, donc c'est ça, en fait, le fait. Ces idéologies ont été progressistes à une époque donnée, et maintenant sont devenues caduques. Alors, je voulais terminer simplement là-dessus. Moi qui ai milité pendant quand même toute ma vie au Parti communiste, eh bien, malgré tout, on était un peu là-dedans, parce que autant on a eu raison de créer des partis communistes en 1920, avec l'Internationale communiste, pour défendre comme objectif principal, non pas les revendications locales, mais l'Union soviétique, et on a eu raison, et ça a joué un très grand rôle, parce que l'URSS était envahi par les armées blanches, etc., et Marty, la mer Noire, etc., bon, là, et puis la résistance. Donc autant on a eu raison, mais on a créé des partis bolcheviques. Et effectivement, je pense que la structure bolchevique de parti unique syndicaliste ne convient pas, et que on n'a pas su s'en dégager, et c'est pour ça que les partis communistes, non pas par des trahisons, non pas parce que Marchais a signé le programme commun, parce que, en même temps que le mur, ils étaient appelés à s'effondrer, parce que c'est une idéologie, alors je pense plutôt maintenant à Chavez ou à Allende, qui prennent le pouvoir démocratiquement, alors que toujours le pouvoir a été pris par le fusil, et ils ont eu raison, que ce soit Castro, que ce soit au Vietnam, ou que ce soit en Chine ou ouais, ils ont eu raison, mais c'est fini. Donc il y a un autre modèle, comme Lénine l'a proclamé après la Commune, qu'il faut construire avec le même esprit, en s'appuyant évidemment sur les écrits de Marx, sur les écrits de Lénine, etc. Mais il y a à construire quelque chose qui convient à notre monde actuel, parce qu'il est bien évident que plus que jamais, le communisme est l'avenir du monde. On voit bien les dégâts que font le capitalisme, y compris en Russie où les gens vivent 10 ans de moins. Bon, voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Simplement, c'est que on a en permanence à construire. Et je dirais que, en gros, le Parti communiste, après la résistance, est tombé un peu dans l'idéalisme, puisqu'il ne s'adaptait pas vraiment aux conditions locales. Et en 68, il a été complètement paniqué. Il avait peur que les ouvriers prennent les armes. C'est complètement débile. Et effectivement, il était perdu. Alors que c'est vrai que les 10 millions de grévistes et des grèves en un an, les gens voulaient des réformes politiques, mais le Parti communiste n'en avait pas.
tout ce qu'il a trouvé comme formule, c'est de s'allier avec un parti ultra-réactionnaire, le Parti socialiste. Voilà, c'est tout. Donc là, je voulais dire, là, c'était bien de l'idéalisme. Bon, c'est-à-dire qu'on n'était pas du tout dans le réel. Alors maintenant, bien sûr que je pense que le Parti communiste, pour moi, est mort, mais le communisme n'est pas mort du tout, et tout ça va repartir, comme après la Commune, tout le monde a cru que tout était mort. Or, en vérité, 40 ans plus tard, hein, c'est l'Union soviétique. Donc là, c'est pareil. Ça peut aller très très vite, parce qu'on a un acquis énorme théorique, mais on doit être sur le terrain. Voilà. Donc là, je dirais, pour conclure, tout simplement, qu'entre autres, comme point positif dans le monde actuel, en France, je vois les éditions de l'IA qui font un vrai travail théorique. Voilà, et puis ces ateliers aussi, et tout ce qu'on fait sur le terrain, de concret, toutes les petites luttes concrètes, etc., toutes les théories, toutes les discussions qu'on fait, ça c'est du concret. Mais effectivement, l'histoire nous montre alors là, que la pensée est toujours vivante et elle est toujours à construire en s'adaptant avec un monde qui, par définition, est vivant et bouge. Et donc, on doit toujours créer sur le terrain et aussi en théorie. Voilà, là j'ai terminé. Voilà. Eh bien, merci Antoine. Avant de passer la parole à Michel et Robert, juste, je voulais simplement rebondir sur ce que tu as dit, quoi. Moi, je crois Sanchez Vasquez, là, il suit et il fait suivre à Marx le fil rouge de la praxis. Hein. Donc, praxis, il établit une solution. Sanchez Vasquez semble montrer que Marx établit une solution de continuité, finalement, entre la praxis productive et la praxis révolutionnaire. C'est-à-dire que là, et d'ailleurs, après, donc dans la suite du bouquin, comment Sanchez Vasquez insiste là-dessus, donc c'est que autant la praxis productive est intentionnelle, c'est-à-dire quand je veux enfoncer un clou dans le mur, bon voilà, donc c'est une intention, etc. Et je tape sur le clou et le clou s'enfonce, il n'y a pas de problème, quoi. Mais du point de vue de la praxis collective, la praxis collective est en général non intentionnelle, c'est-à-dire qu'effectivement, il se déroule des choses qu'on n'a effectivement pas choisies, quoi, hein. Donc là, à mon sens, hein, il montre que pour que cette praxis collective devienne intentionnelle, c'est-à-dire pour qu'elle soit une praxis révolutionnaire, eh bien, donc, il faut, d'après Sanchez Vasquez et d'après Marx, que un sujet qui n'est autre que le prolétariat se transforme en classe et avec l'aide d'un outil qui s'appelle le Parti communiste, viennent à finalement pouvoir informer au sens de mettre en forme la société, comme tu informes le mur quand tu tapes sur un clou, quoi. Donc voilà, donc c'est à mon sens, ce qui veut être dit là, c'est que pour la première fois, on pourrait, avec l'aide d'un outil qui s'appelle le Parti communiste et d'une classe, d'un prolétariat qui se réalise comme tel, comme classe, et prend conscience de sa nature, donc pouvoir transformer intentionnellement là, la matière sociale, quoi. C'est-à-dire que ce serait la première fois finalement que un sujet qui n'est pas un sujet humain mais un sujet collectif, quoi, le prolétariat puisse transformer la matière sociale. Je pense que c'est ce que Sanchez Vasquez, après, dans ses thèmes, caresse comme idée, et là, il la met effectivement dans la pensée de Marx et dans le fil conducteur qui mène Marx depuis les manuscrits de 1944 jusqu'au manifeste, hein, Marx et Engels sans doute, quoi. Alors là, après, pour Hegel, le problème c'est, est-ce que il dit donc en fait Marx finalement s'oppose
ne s'oppose pas tant sur un niveau épistémologique voilà, aux philosophes antérieurs, mais plutôt sur un côté pratique. Alors, il dit, Sanchez Vasquez, que finalement, ces auteurs antérieurs, donc finalement, sont des auteurs qui se concilient avec le monde tel qu'il est, le monde réel. Effectivement, on ne peut pas dire que, même si Hegel a fait de grandes avancées sur le... Et là, on ne peut pas dire qu'il ne se soit pas occupé de la praxis, hein, puisque même Sanchez Vasquez en a fait tout un chapitre et montre bien qu'à travers la relation maître-esclave, l'outil, pôle subjectif, objectif, après l'idée pratique supérieure à l'idée théorique, on voit bien que c'est sous-jacent, que la pratique, elle est déjà chez Hegel, quoi. Bon, alors le truc, c'est est-ce que chez Hegel, il y a une pratique intentionnelle collective? Je ne pense pas. Oui, effectivement, là, de ce point de vue-là, je pense qu'effectivement, on n'a pas, on est plutôt, on n'a pas, ou alors, je n'ai pas bien compris, mais effectivement, il n'y a pas l'élaboration à travers le prolétariat d'un sujet qui puisse transformer le monde chez Hegel. Il y a une pensée de la pratique productive, mais il n'y a pas, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas une pratique, une mise en place d'une philosophie, des termes d'une pratique qui pourrait être une pratique collective intentionnelle chez Hegel. On ne peut pas le dire, ça. Mais on peut dire qu'il y a eu une philosophie, il y a bien, et bel et bien eu, et Sanchez Vasquez est d'accord là-dessus, il y a d'énormes avancées sur la praxis et qui sont reprises quasiment intégralement par Marx, quoi. Donc, mais Marx voudrait aller plus loin, c'est ce que je pense, quoi. C'est que ce que Sanchez Vasquez, je pense, veut nous montrer, c'est-à-dire qu'il y ait une solution de continuité finalement entre cette praxis individuelle, qui bel et bien peut être intentionnelle, puisque c'est même sa définition, quoi. Une praxis voilà, qui ferait n'importe quoi, bah, elle disparaîtrait immédiatement. Là, qu'est-ce qui ferait que une praxis, là pour le coup, non plus individuelle, mais collective, puisse être intentionnelle, c'est-à-dire puisse transformer le monde social, quoi. Et pour ça, Marx donc montre qu'il faut passer par c'est le prolétariat qui doit se constituer comme classe, avec comme classe partie, pour transformer le monde quasiment en un temps qu'un super sujet, quoi, on va dire, quoi. Donc, c'est un peu à ça qu'il oppose la pensée de Hegel, qui fait de grandes avancées sur la praxis, mais pas sur la praxis intentionnelle collective. Parce que là, il n'a pas théorisé le parti, il n'a pas théorisé, c'est vrai qu'il n'a pas, peut-être son temps ne lui permettait pas, et puis bon, voilà, enfin, il a fait tellement d'avancées, Hegel, qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir tout théorisé. Ben, c'est plutôt là-dessus, je pense, que intervient la critique de Sanchez Vasquez, voilà, qui tente d'expliquer celle que fait Marx par rapport à Hegel, quoi. Voilà. Michel. Oui, d'abord sur Hegel. Effectivement, chez Hegel, il y a un sujet de l'histoire chez Hegel. Ce sujet de l'histoire, c'est l'esprit. C'est pas une classe, c'est pas. Les classes existent chez Hegel. L'esclave, c'est l'esclave. L'esclave, comme le maître, participe d'un mouvement général qui s'appelle l'esprit et qui est à la fois le sujet et la substance. C'est le sujet et la substance du monde. Donc, du point de vue strictement épistémologique, si je puis dire, Hegel ne peut pas penser la lutte de classe comme le moteur de l'histoire. Le moteur de l'histoire, c'est le sujet, c'est la conscience. C'est-à-dire quelque chose
c'est l'esprit. C'est quelque chose à laquelle chacun participe, à la fois en tant qu'individu, en tant que membre de collectifs divers. Et donc, comprendre l'histoire, c'est interpréter ce mouvement du monde qui est aussi le mouvement de l'homme, parce que l'esprit est porté par la conscience humaine. En fait, je trouve que ce texte qu'on vient de lire aujourd'hui est très intéressant, compliqué, daté par certains côtés, mais bon, on n'est jamais complètement daté. C'est pas parce qu'on est daté qu'on ne doit pas s'autoriser à s'interroger sur son contenu. J'en avais touché deux mots lorsque j'avais fait mon exposé sur la conception de la praxis chez Marx, mais je ne m'étais pas rendu compte à quel point ce texte était en fait marqué par la présence de l'althussérisme dans le contexte marxiste des années 70. C'est quand même pas anodin que le passage sur la praxis chez Marx se termine par une référence, plus qu'une référence, une contestation de l'interprétation althussérienne. Comme si c'était là l'essentiel de l'affaire de la compréhension de Marx. Au moins au moment où il l'écrit. Relevons toutefois que cette critique, et ce n'est pas péjoratif, ce que je veux dire, ce n'est pas négatif, hein, cette critique d'Althusser, cette opposition à Althusser, c'est une opposition à une période donnée d'Althusser, qui est la philosophie centrale de la vie d'Althusser, la philosophie de l'anti-humanisme théorique qui a occupé le cœur du travail d'Althusser et la plus longue de ces périodes de production théorique. Après, il y aura une autre période très différente, bien qu'étant la conséquence de la précédente et de sa manière de vivre la phase précédente de sa philosophie, Althusser, qui sera la période dite du matérialisme aléatoire, sur lesquels il serait intéressant de revenir, bien que par certains aspects, ce soit une philosophie très déprimante, parce que c'est un peu une philosophie de l'échec, de la conduite de la pensée marxiste, ou qui se revendique marxiste, d'Althusser. Alors, que dit, de manière extrêmement schématique, l'althussérisme de cette époque? Althusser, en fait, pourquoi il introduit la notion de coupure épistémologique? Alors, bien sûr, il y a l'influence de Bachelard, c'est dans l'air du temps. On a cru dans les années 70 avoir découvert peut-être l'a-t-on fait d'une certaine façon d'ailleurs, d'avoir découvert un nouveau concept extrêmement performant, extrêmement efficient du point de vue de la pensée philosophique, qui s'appelle la coupure épistémologique. Et c'est un concept qui consiste à démontrer dans un corpus théorique donné, plutôt dans un ensemble théorique donné, comment à certains moments s'opèrent des lignes de fracture irréversibles et à la fois
s'inscrivant dans une continuité problématique, mais la transformant complètement. Et si Althusser s'implique dans cette façon de penser, c'est parce que il analyse le marxisme de son temps sous la catégorie de l'humanisme théorique. L'humanisme théorique, c'est l'idée que précisément, il y a un sujet de l'histoire, et que ce sujet de l'histoire, c'est la classe ouvrière, et que ou l'homme, si vous voulez, en tant que il a produit la classe, il a construit la classe ouvrière comme étant l'outil politique et l'outil d'intervention dans l'histoire supérieur qui permet d'envisager la rupture avec l'ordre existant. Donc c'est pas l'humanisme du XVe siècle, du XVIe siècle. C'est une pensée qui met l'homme en acteur de l'histoire. Et Althusser dit la chose suivante: c'est pas une idée marxiste, c'est pas une idée de Marx, c'est une idée qui marque un retour en arrière, peut-être chez Feuerbach, chez Kant, mais c'est pas une idée marxiste. Chez Marx, enfin tout au moins marxienne. Chez Marx, il y a au contraire une appréhension des forces telluriques qui gouvernent l'histoire et l'homme et son outil, le parti, sont là-dedans des effets, à la fois des effets et des composants, des intervenants, mais sans que on puisse caractériser cette intervention comme quelque chose qui serait de l'ordre du déploiement d'une logique de vérité de l'histoire. C'est plus un effet de structure. Autre élément déterminant de l'inscription d'Althusser dans son contexte philosophique, c'est la notion de structure. L'histoire, c'est une série, pour l'Althusser de cette époque, c'est une série d'effets systémiques qui aboutissent là où on est, avec les luttes de classe de l'époque, avec mais ce n'est pas le fruit de l'émergence d'une conscience pour soi qui aurait propulsé une classe dans un registre de scientificité ou de certitude absolue de la vérité et de la nécessité de sa victoire, etc. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Alors, Althusser dit ça à partir d'une certaine lecture de Marx, qui est notamment la lecture qu'il a faite de lire le Capital, enfin de Capital, hein, dans un livre qui s'appelle Lire le Capital, mais pas uniquement. Hein. Il a beaucoup travaillé pour Marx sur les manuscrits de 1844, sur l'idéologie allemande. Pour lui, l'idéologie allemande, c'est le moment du renversement, c'est le moment crucial où s'opère
cette coupure épistémologique, ce qui ne veut pas dire qu'elle s'opère comme un coup de ciseau, mais c'est le moment où la rupture devient irréversible. Althusser s'oppose donc à des lectures qui sont des lectures de Marx qui ont tendance à donner une version finalement très réconfortante de la cohérence entre très cohérente de la liaison entre la classe, la conscience de classe, la classe en soi, la classe pour soi, l'outil politique, le sens du combat, la mission de cet outil politique en tant qu'outil d'une classe. Enfin, tout ça, c'est extrêmement linéaire, cohérent. C'est chez Marx. Je ne crois pas qu'on puisse dire que ce ne soit pas chez Marx. Notamment, c'est dans le manifeste présenté d'une manière qui est une manière, je dirais, extrêmement ramassée et linéaire. Et c'est logique, puisque le manifeste est un manifeste. Moi, je ne vais pas écrire dans un manifeste c'est-à-dire dans un outil destiné à fédérer des aspirations politiques diverses, même si elles sont les aspirations politiques qui se revendiquent aspirations politiques d'une classe, elles sont aussi celles des sujets qui appartiennent à cette classe. Donc il y a une diversité. Je ne vais pas écrire dans un manifeste que tout n'est peut-être pas si simple, qu'il faudrait peut-être... Bon. D'autant plus que ce manifeste vient à un moment historique où il s'agit pour la première fois de poser l'équation classe en soi, classe pour soi, conscience de classe, parti communiste. C'est la première fois qu'un parti va être fondé pour s'appeler quelque temps plus tard le Parti communiste, l'outil d'une classe, l'outil politique d'une classe. Cela dit, et là Althusser n'a pas tout à fait tort, Marx ne s'arrête pas au manifeste. Ce qui est quand même, je l'avais dit déjà l'autre jour dans mon petit exposé, ce qui est quand même assez étonnant dans cette affaire de l'exposé de la praxis chez Marx, c'est que l'exposé de Sanchez Vasquez s'arrête au manifeste. Comme si tout était dit sur la praxis chez Marx avec le manifeste. Non. Marx continue à réfléchir sur la praxis bien au-delà du manifeste. Le Capital parle de la praxis. Les Grundrisse parlent de la praxis. Surtout les ouvrages d'analyse politique de Marx et d'Engels d'après le manifeste sont constamment en train de tendre la ficelle, le fil entre la théorie politique et l'événement, la théorie politique et l'histoire concrète en train de se faire. Et on s'interroge, et on se pose beaucoup de questions sur ce qui fait que dans le mouvement ouvrier, il y a des choses qui se passent comme on les avait prévues, il y a des choses qui ne se passent pas comme on les avait prévues. Il y a des choses qui viennent nous rappeler que le réel résiste aux anticipations. Ça ne remet nullement en question, comme le dit Engels dans la deuxième introduction du manifeste
manifeste du Parti communiste, ça ne remet nullement en question la pertinence des choses qui sont dites, exprimées, des idées qui sont exprimées dans le manifeste. Mais ça porte sur la confrontation du manifeste avec l'histoire. Donc, pour conclure, moi, je trouve que cette présentation que nous fait Sanchez Vasquez, elle est loin d'avoir épuisé le sujet de la praxis chez Marx. Elle présente beaucoup d'intérêt. Elle présente aussi de l'intérêt en ce qu'elle comment dire, elle réagit, elle pose les éléments d'un positionnement sur cette question à un moment donné de l'histoire du marxisme, en réaction notamment, je ne veux pas dire qu'Althusser est omniprésent dans le truc, encore que, mais notamment par rapport à Althusser. Néanmoins, cependant, il faut qu'on prête attention à, pour en rester strictement au niveau de Marx-Engels, prêter attention à ce qu'au développement ultérieur de la réflexion marxienne, ce qui permettra, je pense, d'aborder différemment ou peut-être d'enrichir le rapport entre le manifeste et la période qu'on va étudier de Lénine. Parce que ce saut, là, il y a un saut qui s'opère entre 1848 et Lénine, et disons le début des années 1900, pour l'essentiel, c'est là que ça commence, il y a un saut de 50 ans. Et pendant ces 50 ans, Marx et Engels continuent à écrire, le marxisme se développe avec des tendances différentes, des directions différentes, des contenus différents, et il faut regarder tout ça avec attention, je pense. Voilà ce que je voulais dire sur ce passage, d'autant plus que le marxisme orthodoxe va, pour des raisons qu'on comprend facilement, porter le manifeste au nu de la pensée marxienne, et en faire l'alpha et l'oméga de la compréhension de Marx et de sa diffusion dans les masses, au moins pour la diffusion des textes théoriques de Marx. Voilà, c'est pas pour rien. Il faut aussi se dire qu'il y a, pendant ces 50 ans, le marxisme se développe, mais il y a beaucoup de textes qui sont ignorés des marxistes, textes de Marx qui sont ignorés des marxistes parce qu'ils ne sont pas édités, parce qu'ils ne sont plus édités. On l'a dit déjà à plusieurs reprises, les thèses sur Feuerbach, on les redécouvre dans les années 20. C'est pas innocent. Alors, je ne dis pas qu'il y a des gens qui ont occulté les textes de Marx. La question n'est pas là. L'histoire de l'édition, c'est une histoire très intéressante qui mérite d'être étudiée et qu'on ne peut pas régler à des coups sous le modèle de coups de Jarnac de l'un ou de l'autre. La question n'est pas là. S'il y avait eu une nécessité il y aurait sans doute eu des éditions de certains textes de Marx beaucoup plus tôt que ce qu'on a connu.
compris, il y avait des textes qui n'étaient pas connus du tout, parce qu'ils étaient dans les archives. Donc, on ne les connaissait pas. Mais c'est intéressant de voir que la culture communiste est faite sur la base d'une connaissance partielle de Marx. Très bien, bah merci, merci Michel. Bon, il nous reste 10 minutes, ça passe vite. Oui, eh ben, écoutez, moi je pense que je crois qu'il faut se remettre dans la perspective du bouquin quoi, de Sanchez Vasquez, hein, donc qui veut effectivement suivre le fil de la praxis hein, dans le marxisme. Et bon, effectivement, alors forcément, est-ce qu'il a tendance à le rabattre sur ce qu'il pense, ou je crois que c'est un homme intègre et qu'il ne le fait pas, et qu'il pense effectivement que trouver dans la lecture de Marx les preuves de ce que lui-même essaye de montrer, quoi. Mais pour non, mais attention, moi je ne mets pas en cause l'intégrité de Sanchez Vasquez. oui, non, non, Hein, il faut que les choses soient claires. tout à fait, tout à fait. Non, mais pas du tout. Ce que je veux dire, quand même, quand il part, si tu veux, bon, là, il en remet une couche, là. Il part quand même de l'idée de la praxis, comme, disons, de la conscience ordinaire, ordinaire que ben, voilà, les gens ont de la praxis, hein, et on voit bien qu'il l'a fait passer à travers l'idéalisme, à travers le marxisme, le matérialisme vulgaire, et pour aboutir finalement voilà, à la vision marxiste. Donc on sent bien qu'il y a quand même une épuration, le mot est peut-être connoté, mais disons, c'est quand même à ça qu'on a l'impression qu'effectivement, cette notion de praxis, un peu, eh bien, se déleste de ces éléments voilà, de ces éléments résiduels, quoi, disons. Et on voit bien qu'il arrive et qu'il fait coïncider finalement cette ascension finalement de ce concept avec le socialisme, quoi, hein, puisque effectivement on passe effectivement d'une praxis qui est la praxis ordinaire, donc qui est absolument qui ne se prend pas comme objet, qui est dans un rapport voilà utilitaire avec les choses, etc. Et il y a une espèce de maturation qui se fait au niveau philosophique, hein, c'est par toutes les phases qu'il nous fait passer, quoi, donc Sanchez Vasquez, là, et pour aboutir effectivement à cette synthèse supérieure qui coïncide avec le marxisme, quoi. Donc on est effectivement dans là il faut repenser la problématique à travers ce livre, et ce qu'il tente, peut-être a-t-il raison, peut-être a-t-il tort, de montrer, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive de manière de plus en plus aboutie à une praxis qui pourrait être une praxis collective intentionnelle, qui s'appellerait le socialisme, tout simplement, quoi. Donc, et que Marx, finalement, à travers ces différentes progressions, finalement, le rapport, quand il montre effectivement le rapport que tout se passe entre le rapport des forces productives et des rapports de production, donc il essaye voilà, de dégager d'un point de vue scientifique, de mettre en évidence des choses d'un point de vue scientifique alors qu'elles ne l'étaient pas. Et le fait qu'il fasse effectivement qu'il fasse émerger le prolétariat comme un sujet finalement qui accomplirait cette praxis, disons, collective, etc. Donc on voit que malgré tout, ce qui guide tout cet ouvrage finalement,
c'est quand même de faire émerger quelque chose qui effectivement justifierait le fait que voilà, c'est le fil de la praxis qui doit être suivi pour finalement le progrès, l'émancipation humaine, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça que l'on peut reconnaître dans ces passages-là, à mon avis, quoi. Voilà, il nous reste 3 minutes si vous voulez conclure. Et alors, après, j'arrête l'enregistrement. Peut-être que vous pouvez, si vous voulez, discuter entre vous après. Mais donc, moi, j'arrêterai l'enregistrement. Et après, bon, bah, l'ordinateur continuera à tourner. Moi, je partirai. Mais bon. Non, mais moi, je ne vais pas pouvoir parce que j'ai ma famille qui est à côté. Je vais les Oui, oui, rejoindre. Comme voilà. ça, Tu vas... c'est très bien. Ça sera une version courte. Une Winchester. version courte. Oui, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intéressante. Moi, s'en fout. Non, je voudrais simplement ajouter deux, trois petites choses. Pour moi, dans les débats de cette époque, il y a des choses extrêmement importantes qui sont en train de se jouer, et ça ne se limite pas à un débat Sanchez Vasquez Althusser. Hein, dans les interprétations de Marx, la réflexion sur Marx, qu'est-ce qui se passe à cette époque-là? Il se passe que on est dans la période post-stalinienne. Tout d'un coup s'ouvre un champ d'expression extrêmement ouvert où beaucoup de gens s'engouffrent avec, de manière plus ou moins sérieuse, mais il y a des gens très sérieux qui s'engouffrent dans cette affaire. Il y a une libération de la parole, une libération de l'analyse. Et c'est d'ailleurs parfois très douloureux. Il y a des gens qui ont eu beaucoup de courage à faire ce qu'ils ont fait. Je pense à des marxistes hongrois, par exemple, de l'école de comment ça s'appelle, pas Bucarest, Budapest, qui ont eu les reins cassés au point de devoir quitter le pays. Je pense à Marcus, par exemple. Marcus ne dit pas que des conneries, loin s'en faut, c'est extrêmement intéressant. Et Marcus, c'est encore un autre point de vue. C'est pas l'humanisme marxiste, c'est pas le structuralisme marxiste, c'est une lecture très originale de Marx. Donc, ce qui serait et avec une analyse de la praxis extrêmement importante, hein, où il insiste notamment sur des idées qui me semblent importantes, notamment cette idée que le parti puisse se tromper, il faudrait peut-être regarder d'un peu plus près cette notion de science socialiste, avec toutes les ambiguïtés que l'expression peut véhiculer, et qui amène, d'ailleurs Althusser était aussi sur cette piste, à reposer la question de l'idéologie dans des termes beaucoup plus complexes et nuancés que la simple opposition science-idéologie, à laquelle on a pu, à certains moments, réduire l'opposition entre le matérialisme scientifique et le matérialisme vulgaire ou autre. Je vais devoir donc couper l'enregistrement. Non, mais j'arrête. Vous pouvez on en reparlera. Continuer, on peut continuer la séance d'après. Et puis, de toute manière, on se voit dans 15 jours. Oui.